Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Qu'est-ce qu'elle a été courte cette semaine avec vous, Philippe David? Bonjour. Oui. Ça passe tellement vite le temps avec vous. Tellement vite, mais vous savez que j'ai une autre bonne nouvelle à vous annoncer. Là, allez-y. Vous savez que ce week-end, on va passer à l'heure d'été. Absolument. Alors, on va dormir 1 heure de moins, mais quand on partira le soir, il fera jour. Contrairement à ce qui se passe depuis le 20 septembre. Et comme on perd 1 heure, nous aurons 1 heure de moins de séparation ce week-end, ma chère Cécile. Ça veut dire que vous allez me voir en vrai à la lumière du jour? Absolument, mais vous allez être déçu, je vous le dis tout de suite. Mais surtout, c'est qu'on va avoir 1 heure de moins pour se revoir. C'est bien, non? Vous trouvez pas? C'est bien. Alors ça veut dire qu'à 2 heures, il sera 3 heures, c'est ça? C'est ça. Voilà, c'est ça. Faut jamais me repérer. Quand vous allez rentrer de boîte de nuit, Mickaël, en fait, il sera 3 heures. Non, excusez-moi, à 3 heures. Ça s'est fait 1 heure de moins en boîte. Excusez-moi, à 3 heures, il est à fond sur le dance floor, il rentre pas chez lui. Mais Mickaël, je le croise pas très souvent en boîte de nuit. Mais on n'a pas les mêmes adresses. Je m'en doutais. On n'a pas la même DR. Et moi, je n'y vais pas. Philippe Bilger, il va en boîte de jour, lui. C'est pour ça que vous le... Mais Philippe, j'ai dit qu'il me suivrait la prochaine fois. C'est vrai, entre l'effacement ou le libertinage comme Philippe David. Non, mais on n'est pas encore prêt pour ces soirées à lui. Ah d'accord, ok. Donc au bout de 2 minutes d'émission, on est déjà au libertinage. Vivement 19h. Chers amis, en tout cas, cette émission risque d'être sympathique comme toutes celles que l'on fait, bien entendu, avec vous au 0826 300 300. Avec au sommaire de cette émission, le grand débat du jour. C'est toujours à 17h30. Un prof d'EPS a été agressé par d'anciens élèves dans un collège des Hauts-de-Seine. En même temps, le Sénat entend durcir la justice des mineurs avec des comparutions immédiates dès 15 ans, des peines courtes ciblées et la fin possible de l'excuse de minorité après 16 ans. Alors parlons vrai. Est-ce que après des années de prévention, il n'est pas grand temps de passer à la répression? Et à cette question, agression envers les enseignants, les courtes peines votées par le Sénat sont-elles la solution? Vous dites non à 67%. Vous voulez réagir? Zach et les vraies voix attendent vos appels au 0826 300 300. Notre invité Jean Terlier est avec nous, député EPR du Tarn, rapporteur de la proposition de loi à restaurer l'autorité de la justice à l'égard des mineurs délinquants et de leurs parents. Et puis le coup de projecteur des vraies voix à 18h40. Le sujet revient de plus en plus souvent sur le niveau de culture générale de nos députés, surtout face à certains dérapages embarrassants, comme lorsque la députée Ercilia Soudet évoque la guerre de 39-46, ou quand Sébastien Delogout semble découvrir le mot Auschwitz en direct à la tribune de l'Assemblée nationale. Alors parlons vrai, est-ce que vous constatez une chute du niveau de nos élus? Et à la question, les partis devraient-ils imposer des tests de culture générale pour être candidats aux législatives? Vous dites oui à 91%, vous voulez réagir et ce sera sans test de culture générale, c'est au 0826 300 300. Soyez les bienvenus, nous sommes ensemble sur Sud Radio jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio. Et il a fait un test, Philippe Bilger, pour venir aux vraies voix. Je vais pouvoir m'abandonner avec ces merveilleux sujets à mon caractère totalement réactionnaire. Notamment sur le second. On aime beaucoup ça. Okay. Tom Conan est avec nous. Bonsoir Tom. Bonsoir à tous. Et Mickaël Sadoun, bonsoir. Mickaël, les chroniqueurs politiques, on est ravis de vous accueillir. Et au 0826 300 300, c'est Sarah qui est avec nous, qui nous appelle de Bellegarde, dans le Gard. Bonsoir Sarah. Bonsoir Sarah. Bonsoir. Attention Sarah, bonsoir. Parce que ça raccroche. D'emblée comme ça, voilà. C'est film, bravo. Mais la bonne nouvelle, c'est que ça rappelle. Voilà, c'était la blague du jour. Bien vu, on s'est trompé de radio, je crois. Allez. C'est Rire et Chanson, là, c'est ça. Rappelez-moi celle d'hier, j'ai un trou de mémoire. Vous aviez fait un calembour que j'avais trouvé excellent, contrairement Michael Jackson va ouvrir, j'avais dit. Voilà, c'est ça. Elle est très bonne. C'est pas mal. Et je la comprends. Je la comprends. Si vous la comprenez, c'est qu'elle est simple. Voilà, Philippe David est resté trop longtemps au rêne de cette émission. Sinon, nous avons toujours Sarah qui est avec nous, qui n'a pas pu en placer une, la pauvre. Sarah, vous vouliez faire un coup de cœur ce soir? Oui, écoutez, je voulais, une fois n'est pas coutume, sur un projet, sur une loi, donc c'est la loi du 8 avril 2024 qui commence à être appliquée. Alors dit comme ça n'a pas l'air très sexy, mais en fait c'est une loi qui permet aux personnes âgées qui rentrent en EHPAD d'emmener avec elles leur animal de compagnie. Et ça semble une mesure a priori à petit impact,
en réalité, l'impact est immense. D'abord pour la personne âgée. Ensuite, on dit assez rarement que c'est une des principales causes d'abandon. C'est pas la maltraitance, c'est le fait les accidents de la vie, et que ça permet de recréer du lien. Ça permet à des personnes qui sont souvent isolées, même de leur famille, malheureusement, d'avoir de la tendresse, de l'affection dans leurs vieux jours. Et ça déclenche, nous on a des preuves, on a des preuves par nos bénévoles, que ça déclenche des phénomènes. Par exemple, les enfants qui viendraient pas voir leurs parents viennent pour les aider à s'occuper de l'animal, et ça refait un pont, et comme quoi l'animal nous ramène à notre humanité. Je trouvais ça très beau. Philippe Bilger, c'est bien. Je suis tellement d'accord avec ça. Là, franchement, vous savez qu'en général, je ne pêche pas par l'amour des bêtes, plutôt la bête en amour. Mais Philippe David, toujours. Mais je vous en prie. Mais là, je le comprends totalement. Ouais, c'est génial, je trouve. C'est très très beau, un très beau message. Ça nous ramène à notre humanité, presque à notre animalité d'ailleurs, sans que ça soit péjoratif du tout. Mais je pense que justement, mais le sentiment amoureux, l'affection qu'on peut ressentir, c'est quelque chose également qu'on retrouve dans le règne animal. Ouais. Mickaël Sadoun, c'est vrai que c'est bien les animaux en EHPAD pour les... Je suis tellement d'accord. Même aussi. Vous savez que je suis pas un grand ami des messages consensuels, mais en l'occurrence, ce message consensuel me fait très plaisir. C'est tellement une bonne chose pour les personnes âgées et je vais vous dire, j'ai vu des personnes âgées, et pour les animaux aussi, j'ai vu des personnes âgées qui parfois étaient peut-être un peu plus seuls, allaient moins bien, et puis d'un coup il y a eu plus de gens autour d'eux et ils sont allés mieux. Donc vraiment les personnes âgées doivent faire partie de la société. Je reviens toujours sur cette histoire. On a fait rentrer à Sud Radio un cheval qui s'appelle Peyo, qui est un cheval qui est autiste, voilà, qui est rentré dans le studio. Incroyable. Et c'est un cheval qui était dédié à la boucherie parce que qui allait être euthanasié, et quelqu'un a senti sur ce cheval qu'il y avait quelque chose de particulier, et ce cheval est emmené dans les EHPAD et il reste debout pendant des heures à côté des lits, et ce qui permet en tout cas aux infirmières de dire que ça recule la prise de médicaments, c'est-à-dire que au fur et à mesure ça crée quelque chose, puisque les personnes âgées se sentent utiles, elles s'occupent de ce cheval qui reste pendant des heures et qui traverse les couloirs des EHPAD. C'est un remède de cheval. C'est bien. Il faut dire que le coup de cœur de Sarah avait vraiment du chien. Voilà, c'est ça. Non, mais là, je le crois volontiers. Ne gâchez pas tout quand même. Ne gâchez pas tout. Quand je fais une vanne pas bonne, c'est pas la peine de mettre le ouin, alors que quand Cécile ou Philippe en font une, tout à l'heure. Ah bon, j'ai pas entendu. Mais il a bon goût, Maxime. Parce que le taux d'échec est inférieur chez Cécile, tout simplement. En tout cas, merci Sarah, parce que heureusement que vous êtes là, parce que ça rame à côté. C'est bon, je les ai toutes faites. Non, mais c'est bon, je les ai toutes faites. Il y en a d'autres. Ne me cherchez pas, Sarah, ne me cherchez pas. Allez, vous restez avec nous dans quelques instants. Sarah, vous êtes notre vraie voix du jour. On sera ravis de vous accueillir, en tout cas pour le qui c'est qui l'a dit, entre autres, pour les débats, le réquisitoire du procureur. Alors, je vais parler du départ d'Alexis Kohler en disant que je vais le dire. Voilà. Ok. C'est bon, il a compris le principe du teasing. Sinon, j'avais fini. Je vais le dire plus tard. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio. 17h-19h. Philippe David, Cécile de Ménibus. Les vraies voix du vendredi, c'est une journée sous haute tension aujourd'hui. Je vous le préviens, ça peut partir à n'importe quel moment. Philippe Bilger, qui est chaud comme une baraque à frites. Arrêtez de m'insulter. Il est déjà à bloc. On observe. Oh, Mickaël Sadoun, pas loin non plus. Je vais vous dire, Tom Conan, c'est pas le dernier non plus, j'ai envie de dire. C'est une sacrée troupe aujourd'hui. En attendant, 0826 300 300 avec Zach qui vous attend, bien entendu, derrière ce numéro de téléphone. Dans un instant, les 3 mots dans l'actu avec Félix Mathieu. Bonsoir Félix. Bonsoir Cécile, bonsoir tout le monde. Faut faire attention à Félix aussi. Oui. C'est sûr, c'est pas le dernier non plus. Les 3 mots dans l'actu, de quoi parle-t-on ? On va parler de ce tremblement de terre dévastateur en Asie du Sud-Est. Au moins 144 morts de ces frappes israéliennes sur la banlieue sud de Beyrouth. Frappe condamnée par Emmanuel Macron après 4 mois de trêve avec le Hezbollah. Et puis d'une idée étonnante pour lutter contre la surpopulation carcérale, Gérald Darmanin l'a trouvé du côté de Londres. En 3 mots, séisme, frappe et module. On en parle dans un instant. Tout de suite, la voix est au procureur. Les vraies voix Sud Radio. Le réquisitoire du procureur. Philippe Bilger. Et votre réquisitoire est sur le départ d'Alexis Kohler.
est-ce une autre fin du macronisme? Voilà, je parle d'une autre fin, puisqu'évidemment 2027, à mon avis, constituera la fin du macronisme avec l'impossibilité pour Emmanuel Macron de se représenter. Mais il avait un tel compagnonnage, une telle complicité, plus qu'intellectuelle, avec Alexis Kohler, qui est resté presque aussi longtemps que Bianco auprès de lui, qu'on peut parler de la fin d'un macronisme. Parce que il est évident qu'Alexis Kohler a eu une énorme influence sur Emmanuel Macron. Il a arrêté des projets, il en a initié d'autres. Et ce qu'on peut regretter, mais ça c'est le point de vue encore une fois d'un naïf en politique, c'est le fait qu'il va être remplacé par quelqu'un de très valable, paraît-il, qui n'a pas du tout le même caractère que lui, mais c'est tout de même un petit monde. En réalité, on remplace Alexis Kohler par Emmanuel Moulin, et puis après on prendra quelqu'un d'autre. Tout ça est un peu petit. J'aurais rêvé un jour que le monde politique s'ouvrit à d'autres personnalités. C'est très joli et ce subjonctif imparfait sur la fin était bienvenu. Il peut pas s'empêcher d'en mettre. On va lui mettre 22. Non mais je suis imparfait, j'y peux rien. Mais vous êtes imparfait, mais ça c'est subjectif. Mais c'est on va y aller ou pas là? On y va. Mais c'est que c'est pas tout à fait la fin d'une ère. En effet, il y aura sans doute une répétition de personnages assez semblables. Néanmoins, je pense que l'usure du pouvoir c'est quand même un vrai problème et il y a quand même des individus, des personnes derrière tous ces petits mondes, même s'ils ont suivi les mêmes cursus très souvent. Donc c'est quand même une bonne chose qu'il y ait un peu de sang neuf. Mickaël Sadoun. Moi, je pense au contraire de Philippe Bilger qu'il faut ce genre de profil en tant que secrétaire général de l'Élysée. Secrétaire général de l'Élysée, il faut comprendre que c'est quasiment un vice-président puisque c'est lui qui supervise le lien entre les décisions politiques et la machine administrative. Donc, il faut absolument un profil type énarque, boulet de canon, inspection générale des finances ou Cour des comptes, peu importe. Moi, je vais pas parler d'Alexis Kohler, qui m'intéresse pas énormément comme personnalité, mais de Emmanuel Moulin parce que j'ai travaillé avec lui, il se trouve au ministère de l'économie. Et moi, c'est pas tellement mon bord politique, très pro-européen, plutôt très libéral en économie, etc. Il a été conseiller de Nicolas Sarkozy, ce qui n'est pas une injure. Non, alors, je ne sais pas, peut-être pour toi, Philippe, c'est... Au contraire. Mais en tout cas, c'est quelqu'un d'une qualité intellectuelle extrême. J'ai rarement croisé quelqu'un d'aussi intelligent dans ma vie et je pense que c'est on peut affronter ces gens politiquement, mais il faut leur reconnaître cette qualité intellectuelle. C'est pour ça qu'ils vous avez choisi, je crois, non? Ouais, probablement. Absolument. Tout ça, c'est gentillesse, c'est niaiserie. C'est d'un niais, je mais me laisse c'est faire d'un moi-même niais. en plus. Mon Dieu, vivement que ça change. Allez, tout de suite, les 3 mots dans l'actu. Les vraies voix Sud Radio. 3 mots dans l'actu, Félix, qui sont séisme, frappe et module. Un séisme dévastateur d'une ampleur exceptionnelle fait au moins 144 morts et 732 blessés en Asie du Sud-Est, magnitude 7,7, épicentre en Birmanie. Un viaduc des immeubles s'effondre. Les secousses ont été ressenties dans plusieurs pays. Emmanuel Macron dénonce des frappes inacceptables et qui font le jeu du Hezbollah. L'armée israélienne bombarde Beyrouth après 4 mois de trêve au Liban. Et puis tout est modulaire en Macronie. Après les mini-réacteurs modulaires, vous savez, pour relancer le nucléaire, eh bien les places de prison modulaires contre la surpopulation carcérale. Désormais, Gérald Darmanin annonce un appel d'offres après en avoir visité à Londres. Les vraies voix Sud Radio. Un immeuble s'effondre en Thaïlande. C'est l'une des images de ce séisme d'une ampleur exceptionnelle ce matin. Magnitude 7,7. Des secousses parties de Birmanie. La junte au pouvoir dans ce pays pourtant très fermé en appelle à l'aide internationale. Les secours s'affairent dans les décombres ici pour tenter d'extraire une mère et son enfant. Des habitants affluent dans les hôpitaux. Cette femme birmane porte dans ses bras sa fille inconsciente avec un énorme bandage sur la tête. Le mur de notre maison était fait de plaques de pierre. Il s'est effondré. Mon enfant s'est allongé par terre et la plaque lui est tombée dessus, explique-t-elle. Il y avait beaucoup de sang. Témoignage auprès de l'agence France Presse. L'AFP, dont le bureau à Bangkok, publie ce document de l'intérieur de ses locaux pendant les secousses. Dans l'immeuble qui semble moderne, récent. Les tableaux se balancent au mur, les objets se renversent les uns après les autres. Une employée qui travaille au 16e étage d'un immeuble raconte. Au début, je pensais être malade, comme si j'avais des vertiges ou que j'étais sur le point de m'évanouir.
Ensuite, j'ai remarqué que les lampes bougeaient. Le tremblement de terre a gagné en intensité. Quelqu'un a crié pour que les gens se cachent sous les bureaux. Le bilan donc de 144 morts et 732 blessés reste encore malheureusement provisoire ce soir, alors que la nuit est désormais tombée sur l'Asie du Sud-Est. L'Asie du Sud-Est encore meurtrie, on pense à la Thaïlande notamment, qui avait déjà été frappée par le tsunami en 2004. J'imagine ce que ça doit être. À Annecy, j'avais eu un minuscule tremblement de terre. Alors là, ça doit être hallucinant de vivre ça. Absolument. Et on mourir à cause de ça. Ouais. Le deuxième mot frappe. Israël a bombardé la banlieue sud de Beyrouth au Liban. Un bombardement après 4 mois de trêve avec le Hezbollah. L'armée israélienne avait d'abord frappé le sud du Liban en réplique à des tirs de roquettes vers son territoire, avant donc ces frappes proches ce matin de la capitale sur un quartier comprenant des écoles au sud de Beyrouth. Il se trouve que le président libanais était en visite en France ce matin. À ses côtés, Emmanuel Macron dénonce des frappes inacceptables. Je veux ici dire toutes mes pensées et ma solidarité aux Libanais, aux Beyrouthins qui ont subi de nouvelles frappes ce matin en violation du cessez-le-feu. Les frappes inacceptables sur Beyrouth encore ce matin et que le regain de tension observé de part et d'autre de la ligne bleue marque aujourd'hui un tournant et que cette tension est profondément inefficace et injuste. Les frappes du jour, le non-respect du cessez-le-feu sont des actions unilatérales qui trahissent une promesse donnée et qui font le jeu du Hezbollah. Emmanuel Macron en milieu de journée aux côtés de son homologue libanais. Ouais, je voudrais dire que par ailleurs, dans le même thème, si j'ose dire, il y a près de 170 journalistes palestiniens qui ont été tués dans la bande de Gaza depuis le début de la guerre en octobre 2023. J'ai vu ça dans un article tout à l'heure, et donc il y a la plateforme Forbidden Stories qui a publié justement une série d'enquêtes c'est quand même considérable, 170 personnes, donc qui sont des attaques vraiment contre la presse en tant que telle. Mais est-ce que les journalistes palestiniens, moi c'est vraiment une question, comment on définit le journaliste palestinien? Est-ce que vous pensez qu'il y a une presse libre là-bas? Est-ce que vous pensez qu'il y a des accréditations de journalistes? Est-ce qu'un journaliste se définit par quelqu'un qui prend des vidéos? Est-ce qu'il y a un encadrement avec des institutions qui supervisent ça et l'activité pour voir si un travail journalistique honnête est construit? Moi je sais pas tellement ce que ça veut dire. Honnêtement, peu importe. Une personne, non, pour moi peu importe, dans le sens aujourd'hui, une personne en France qui est journaliste peut ne pas avoir de carte de presse et avoir un travail journalistique qui peut avoir une certaine consistance, une certaine qualité. On peut inversement avoir une carte de presse et être éventuellement, je vise personne, un mauvais journalisme potentiellement. Donc ça me semble pas être. Non, mais justement, je regarde personne. Non, mais c'est pas un critère en tant que tel qui est suffisant. Ça, je veux dire. À cette interrogation, j'ajoute, ont-ils été visés en tant que journalistes, ou ont-ils été des cibles ont-ils été des victimes collatérales? Ah oui, non, mais on peut tout à fait creuser la question. En revanche, sur 170 personnes, je doute que toutes ces personnes soient des faux journalistes. Après, sur un terrain de guerre, c'est très différent. Hein. Le journalisme, c'est une. Oui, bien sûr. Mais en l'occurrence, c'est quand même un chiffre qui est quand même considérable. Quoi qu'il en soit. Si peu de temps. Indique. Allez. Je dis la vérité. Entre les deux questions, je ne sais pas. En tout cas, il y a les enquêtes qui sont publiées par Forbidden Stories qui justement creusent cette question sans forcément donner une réponse définitive. Troisième mot, module, avec cette annonce de Gérald Darmanin pour lutter contre la surpopulation carcérale. Le ministre de la Justice annonce à Londres un appel d'offres pour créer des nouvelles places de prison dans des structures modulaires. Décidément, après les petits réacteurs modulaires pour relancer le nucléaire, on est dans une présidence très modulaire. Objectif, 15 000 nouvelles places de prison d'ici 2029. Grâce à ce moyen, le garde des Sceaux l'a annoncé outre-Manche, après avoir justement visité une structure de ce type dans la capitale britannique. On rappelle que les prisons françaises sont remplies à 130%. Et visiblement, le problème se pose aussi outre-Manche, puisque les Britanniques ont dû libérer 3000 détenus de façon anticipée au dernier trimestre 2024, d'où cette solution qui inspire visiblement la France. Merci beaucoup Félix Mathieu. Vous vouliez dire quelque chose, Philippe? Non, je veux dire, c'est dommage que Félix nous dise pas de quoi c'est fait concrètement, parce que je trouve que c'est une très bonne idée. De quoi c'est fait concrètement? Des structures modulaires, vous savez, c'est ces bâtiments, pas de chantier, mais ces bâtiments qui sont pas dur. Moi, je vais citer une marque, j'y crois pas. Ce qu'on appelle. Mais j'attends de vous des pressions, votre talent, j'y crois pas. Les dimensions, la matière, il y a un appel d'offres, donc on vous dira quand l'appel d'offres aura été pourvu. Non, mais au-delà de ça, je trouve que c'est un mensonge. Ils avaient déjà promis 15 000 places de prison, on les voit pas. Ouais. Mais vous avez bu un truc là aujourd'hui, tous autant que vous êtes? Ah non, c'est un vendredi. Ah oui, c'est vendredi, c'est pour ça. Allez, merci beaucoup Félix Mathieu. Du tout.
pareil. Oui, mais on y va, allez. On va revenir dans un instant sur cette information. Un prof d'EPS qui a été agressé par des élèves. Le Sénat a, lui, durci la justice des mineurs. Comparution dès 15 ans. Limitation de l'excuse de minorité. Alors parlons vrai. Est-ce qu'après des années de prévention, il n'est pas grand temps de passer à la répression? Et à cette question, agression envers les enseignants, les courtes peines votées par le Sénat sont-elles la solution? Vous dites non à 68%. Vous voulez réagir? Zach et les vraies voix attendent vos appels au 0826 300 300. Jean Terlier sera avec nous dans un instant, député EPR du Tarn et rapporteur de la proposition de loi restaurer l'autorité de la justice à l'égard des mineurs délinquants et de leurs parents. On est très en retard. On fera la question teasing et juste après. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio. 17h-19h. Philippe David, Cécile de Ménibus. On vous souhaite la bienvenue avec Philippe David. Merci de votre fidélité avec plus de 1 million. Et là, j'ai le regard, le regard de notre réalisateur qui dit elle va encore me demander les chiffres. 1 6 550. Ah, c'est bien. Bravo. J'ai révisé, j'ai fait mes devoirs. Quel talent, mais quel talent. J'ai vu, maintenant on voit sur YouTube le 1M comme ça, je suis très fier en voyant exactement. Ça. Et 2M, c'est 2 Ménibus, donc attention. Oui. Faites très attention. Alors que 1M, c'est 1 Michael Sadoun. Bravo. C'est ça. Mais qu'est-ce qu'on a fait faire des blagues pour... c'est Philippe David. Voilà, Oula, autour de cette table, que des humoristes aujourd'hui. Philippe Bilger, j'ai peur qu'il n'y ait personne dans la salle si vous faites des blagues comme ça. Rendre hommage à Philippe David. Absolument, vous avez raison. Philippe Bilger, Michael Sadoun, Tom Conan et tout de suite le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. À Tourcoing, dans le Nord, une élève va frapper sa professeure après avoir refusé d'enlever son voile. Une professeure de maths a été violemment agressée par un de ses élèves de seconde en plein cours. Entre l'élève à gauche et la professeure à droite, le ton monte très vite. Ça s'est passé au lycée Montaigne, à Paris. Prestigieux établissement. La prof avait juste fait une remarque à l'élève. Depuis plusieurs années, on sent bien une forme, si vous voulez, de menace par rapport à l'essence même de notre métier. Et il lui a cédé 3 coups de poing au visage et 2 dans le dos. Menacer un professeur, c'est menacer la République. Une prof d'EPS a été agressée par d'anciens élèves dans un collège des Hauts-de-Seine. En même temps, le Sénat entend durcir la justice des mineurs avec des comparutions immédiates dès 15 ans, des peines courtes ciblées et la fin possible de l'excuse de minorité après 16 ans. Alors parlons vrai, est-ce qu'on n'a pas été angéliste sur la violence des mineurs depuis des années? Et à cette question, agression envers les enseignants, les courtes peines votées par le Sénat sont-elles la solution? Vous dites non à 68%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Et Jean Terlier est avec nous, député EPR du Tarn. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes rapporteur de la proposition de loi restaurer l'autorité de la justice à l'égard des mineurs délinquants et de leurs parents, Philippe. Depuis plusieurs mois, on se rend compte que la loi de, si je ne me trompe pas, 2021 sur les mineurs, avec l'absurdité de cette césure, est une catastrophe. Et donc, il est fondamental de la remettre sur le chantier, notamment, on vient de le dire, pour les courtes peines, la comparution immédiate des mineurs et la suppression de l'excuse de minorité. Je finis là-dessus. On n'a pas besoin d'être très doué du point de vue psychologique en matière d'enfance et de minorité, notamment de 16 à 18 ans, pour comprendre que la réactivité, la rapidité et l'exécution d'une peine sont absolument fondamentales pour cette classe d'âge. On a fait le contraire. Michael Sadoun. Moi, je suis d'accord. Je trouve que cette loi, évidemment, va dans le bon sens, mais j'en aurais un regard plus politique, si vous me le permettez. Je trouve ça vraiment assez insupportable, en fait, que cette loi arrive si tard et que Gabriel Attal arrive à se faire passer pour un homme de fermeté, sachant que toutes les mesures qu'il propose, et qui sont évidemment des demi-mesures, on pourra y revenir, ont été proposés par le passé par des partis de droite. Je prends juste le cas de l'excuse de minorité, déjà proposé par Sarkozy, proposé par Marine Le Pen pour les multirécidivistes, par Éric Zemmour, suppression de l'excuse de minorité pour les 16-18 ans. Donc encore une fois, je constate que le centre est une droite en retard, une droite pas courageuse, portée par un électorat boomer qui est gêné de voter à droite et qui rêverait du programme de Marine Le Pen porté par Gabriel Attal. Voilà.
Je pense que c'est très démagogique dans le sens où on a empilé des lois en matière pénale pour lutter contre l'insécurité depuis des années et je pense absolument pas que c'est changé en soi quelque chose. Je pense pas que ce soit en tout cas le cœur du problème. On sait, j'imagine que Philippe pourra le confirmer, que c'est la question de l'application des peines qui pose question, la question de l'efficacité, peut-être de la lenteur de la justice. Effectivement, ça c'est des questions sans doute qui doivent être tout à fait envisagées, mais empiler des lois supplémentaires, ça me semble pas en soi pertinent. Jean Terlier est avec nous, donc député EPR du Tarn. Merci d'avoir accepté notre invitation. Monsieur le député, est-ce que vous êtes satisfait aujourd'hui des modifications proposées par le Sénat ? Écoutez, nous verrons. Cette loi, elle a été votée à l'Assemblée nationale. Elle a été modifiée de manière substantielle en commission des lois du Sénat. Et puis, nous avons aujourd'hui une nouvelle version qui est issue donc de la séance, oui, qui est durcie. Il va y avoir une commission mixte paritaire qui va intervenir courant du mois de mai, qui va permettre à ce que des sénateurs et des députés puissent s'entendre sur une rédaction définitive. Il va falloir évidemment qu'on l'obtienne, cet accord en CMP. En tout cas, je m'y emploierai, moi, en tant que rapporteur de cette proposition de loi portée par Gabriel Attal. Évidemment, écoutez, je pense que les choses sont un peu plus complexe que ce qui a été évoqué. Évidemment qu'il nous faut respecter les principes de l'ordonnance de 45, modifiée par le Code de justice pénale des mineurs, notamment pour les mineurs et les primo-délinquants, où il faut faire privilégier l'éducatif sur le répressif. Mais cette proposition de loi, elle est une proposition de loi qui se veut des plus pragmatiques et qui doit permettre à des juges, lorsqu'ils l'estiment utile, comme des outils, lorsqu'ils constatent que des mineurs multirécidivistes, c'est vrai, ont commis des crimes très graves, eh bien, qu'ils puissent être à la fois jugés plus rapidement dans le cadre de la comparution immédiate, c'est une proposition que nous portons, mais aussi également plus sévèrement, c'est-à-dire qu'on revienne sur le principe de l'excuse de minorité, que dans certains cas, pour le haut du spectre des délinquants mineurs, eh bien, on puisse condamner un mineur comme un majeur. Alors cette question-là, effectivement, elle existe déjà depuis 1945 dans notre code, mais elle ne fonctionne pas. Il y a moins de 1% des décisions de justice qui sont rendues, qui lèvent cette excuse de minorité pour condamner des mineurs comme des majeurs. Aujourd'hui, à travers cette proposition de loi, ça n'est absolument pas gadget, c'est-à-dire qu'on va ouvrir la possibilité pour le juge de pouvoir lever cette excuse de minorité. Encore une fois, pour plus de fermeté, pour ces mineurs, encore une fois, avec des conditions d'ouverture qui sont présentes dans le texte. C'est des mineurs, évidemment, qui doivent avoir plus de 16 ans, qui ont commis des actes de délinquance graves, en récidive légale ou en double récidive légale. Donc, il faut circonscrire, évidemment, le périmètre de la levée de cette excuse de minorité. Et enfin, permettre aux juges de juger plus rapidement. Mais juger plus rapidement, j'entendais des critiques qui ont été faites à l'endroit du Code de justice pénale des mineurs que nous avons voté en 2021. Cette césure pénale, elle a eu son utilité. Pensez qu'elle a réduit de moitié les délais de jugement qui existaient sous l'empire de l'ordonnance de 45. On est passé de 18 mois d'un jugement entre la commission des faits et le jugement à aujourd'hui moins de 8 mois pour qu'on ait un jugement et des fois même moins de 3 mois pour un jugement sur la culpabilité. Donc cette loi, elle porte ses fruits, elle doit être complétée utilement par les dispositifs qui sont portés par la proposition de loi par Gabriel Attal et nous verrons quels sont les arbitrages que nous pourrons obtenir entre le Sénat et l'Assemblée nationale, mais il y a de fortes chances que nous puissions aboutir. Pour les mineurs, vous voulez plus de répressifs, plus de préventifs ou les deux? Venez nous donner votre avis au 0826 300 300 où ça réagit beaucoup. Bonsoir Marie. Bonsoir. Alors vous avez un vécu et vous allez nous le raconter. Oui, donc moi je suis enseignante. Le problème que j'ai rencontré en commençant mon métier, c'est que forcément on est envoyé un petit peu là où personne ne veut aller. C'est un système de points, c'est un peu le mercato des enseignants, si vous voulez. Et donc nous, en tant que débutants, on commence ou dans les campagnes ou dans les établissements difficiles. Moi, dans ces établissements-là, je me suis fait frapper dessus par des élèves de CM2, notamment un qui m'a quand même fracturé une côte. J'ai vu des choses qui m'ont, mais à 23 ans finalement, traumatisée. J'étais clairement pas prête pour être confrontée à ça. J'ai vécu forcément la violence des parents aussi. Alors bien sûr, 99% des parents, ça se passe très bien. Et puis dans sa carrière, on a 2, 3, 4 cas où on se fait taper dessus. Et c'est assez traumatique. Par contre, concernant le débat un petit peu que j'entends, je suis pas forcément d'accord avec cette justice répressive. Moi, je pense que
le gouvernement finalement a aussi depuis des années manqué de respect aux enseignants. Et c'est difficile aujourd'hui de se positionner en tant que personne qui doit être respectée quand on entend des propos du gouvernement qui finalement disent qu'on est des fainéants super bien payés. J'ai quand même un élève un jour, ça m'a marqué, qui m'a dit de toute manière, tu gagnes quoi toi ? Qu'est-ce que tu gagnes ? Moi quand je serai dealer, je gagnerai 10 fois ce que tu gagnes. Qu'est-ce que vous voulez répondre à ça ? Parce qu'il a raison. Oui, absolument, Marie. Merci pour votre témoignage. Philippe Bilger. Qu'est-ce que vous voulez répondre à le député et à Marie ? C'est sûr que des enfants de CM2 qui vous fracturent une côte, moi je veux dire, un parent normal, il recadre le gosse et dans les grandes lignes. Allez, justement, j'aimerais, monsieur le député, vous n'avez aucun mal à être plus humaniste que moi dans ce domaine. Je discuterai, même si votre constat est indiscutable, la pertinence au fond de la loi 2021. Elle a accéléré peut-être la procédure, mais elle est profondément et judiciairement absurde de mon point de vue. Deuxième élément, vous parlez de l'éducatif en rappelant son primat. Mais on n'est plus dans un monde où l'éducatif central, principiel, est fait par les parents. Et c'est en ce sens-là que je discuterai aujourd'hui le primat de l'éducatif alors que le répressif est plus que jamais nécessaire. C'est une question que je vous pose. Jean Terlier. Oui, mais je partage avec vous le constat. Je pense qu'il faut effectivement, quand on est face à un mineur de 14-15 ans qui commet pour la première fois une infraction pénale, on peut pas évidemment être immédiatement dans le répressif. Ça n'aurait aucun sens. On parle de mineurs, encore une fois, qui sont en construction. L'idée, peut-être, pour revenir sur cette césure pénale et le fait qu'on ait accéléré les délais de jugement, moi, je suis intimement persuadé que lorsque un mineur voit un magistrat dans un délai de 3 mois, et en lui disant avec cette mise à l'épreuve éducative que si jamais il ne se comporte pas bien, eh bien 6 mois après, il aura une peine qui sera adaptée à son comportement. Je pense que c'est beaucoup plus utile que d'attendre 18 mois avant qu'un mineur voit un juge. Mais tout en ayant dit qu'il fallait pour les mineurs primo-délinquants privilégier évidemment l'éducatif, je crois qu'il faut, et vous avez raison de le dire, être plus dans le répressif vis-à-vis de ces mineurs, au fond, où l'éducatif a échoué. Parce que ces mineurs dont nous parlons, qui sont multirécidivistes, il y a déjà eu des mesures éducatives qui ont été mises en place. Et elles ont échoué, manifestement, puisque il y a eu de la récidive. Et donc, il faut entrer en voie de condamnation, et en voie de condamnation plus ferme et plus rapide. Plus rapide, c'est l'idée de la comparution immédiate, comme pour les majeurs, qui permettra de juger immédiatement le mineur après la commission des faits, et de pas attendre un délai de 15 jours ou 3 mois, comme c'est le cas actuellement. Et puis plus fermement, en laissant la possibilité toujours au juge, en fonction des éléments du dossier dont il dispose, eh bien de le condamner, parfois, en fonction de la gravité des faits qu'il a commis, pour les mineurs de 16 ans multirécidivistes, eh bien aussi durement qu'un majeur, parce que l'impunité que parfois certains mineurs, et ces mineurs-là, font état justement pour commettre des infractions, eh bien je pense qu'il faut qu'elle cesse, et donc entrer en voie de condamnation plus fermement, me semble-t-il, va dans le sens de cette proposition de loi portée par Gabriel Attal. Mickaël Sadoun et Tom Collin, mais pas trop long parce qu'on a beaucoup d'appels au 0826 300 300. Oui, simplement, bon, on voit, je vous ai déjà fait les reproches, je dirais, du point de vue politique. Maintenant, vous parliez de la loi en elle-même et vous parliez d'une loi pragmatique. Moi, je trouve en effet qu'elle va dans le bon sens. Mais deux choses. Sur les peines courtes, Gérald Darmanin a lui-même dit qu'elles étaient inapplicables parce qu'il faudrait construire trop de places de prison. Donc je ne sais pas si c'est vraiment pragmatique comme mesure, ou alors il faudrait le conditionner à la construction de beaucoup de places de prison, mais ce qui n'est pas fait pour le moment. Et la deuxième chose, c'est pour la levée de l'excuse de minorité, donc qui concerne les plus de 5 ans pour les 15-16 ans et les peines de plus de 3 ans pour les 16-18 ans. Francis Piner, qui est le rapporteur LR de la loi au Sénat, a dit que ça concernerait des cas extrêmement limités, et donc que ça changerait globalement pas grand-chose au schmilblick. Qu'est-ce que vous avez à dire sur ça ? Très court. Oui, très court. Je pense que sur les courtes peines pour les mineurs, c'est pas, évidemment, je pense que c'est pas du tout efficace. C'est pas l'objet de ces courtes peines. Encore une fois, on parle de mineurs et pour le coup, ça, c'est pas des choses qui sont, je pense, de toute façon constitutionnelles dans l'état actuel de notre droit. Premièrement, sur le comment dirais-je, ce que vous évoquiez par rapport à ce qu'a dit le rapporteur Spinner. Encore une fois, cette comparution immédiate, ça va rester un élément à la main du juge. Effectivement, pour des mineurs qui sont
état de récidive, qui ont commis des infractions où ils encourent plus de 3 ans d'emprisonnement. Me semble-t-il que ça ouvre quand même assez largement les cas de mineurs délinquants aujourd'hui, et donc le parquet pourra procéder à ce type de comparution immédiate, encore une fois, parce qu'il est intolérable qu'on n'ait pas des jugements qui interviennent pour ces mineurs multirécidivistes et qui en constituent le haut du spectre, des procédures qui interviennent très rapidement. Je crois que c'est devenu aujourd'hui une nécessité, et je pense que ça fonctionnera parce que les conditions d'ouverture sont plus larges que ce qu'a bien voulu le dire le rapporteur Spinner. Il nous reste 3 minutes. Puisqu'on a complètement mis de côté la question des mesures éducatives, donc quelles sont ces mesures éducatives précisément et en quoi est-ce qu'elles ont échoué? Parce que finalement on parle de tout le reste, mais on n'a absolument pas parlé de pourquoi ça ne marche pas ou pourquoi ça n'a pas effectivement abouti déjà les parents, Tom Cohn. Oui, non mais d'accord, mais il y a des mesures éducatives spécifiques, j'imagine, en complément des parents et de ce qu'ils peuvent offrir. On a justement un éducateur qui nous appelle au 0826 300 300. Bonsoir Pascal. Bonsoir la team. Alors oui, c'est bien tout ce que j'ai entendu dire, et c'est vrai que depuis le CJPM, le nouveau CJPM, donc les mesures arrivent plus rapidement au tribunal qu'il y a quelque temps. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est que nous, les éducateurs qui sont de milieu ouvert, on a 1 mois et demi, voire 2 mois pour faire un bilan, une analyse, un diagnostic social de la famille, un diagnostic sur le gamin, et on a 1 mois pour procurer un écrit à un juge. Aujourd'hui, c'est quasiment pas tenable, vu que nous, on est par des mesures de 30, 40, 50 mesures. D'ailleurs, aujourd'hui, le travail est bâclé parce que c'est pas qu'une question de la justice des mineurs, c'est aussi une question de moyens. Aujourd'hui, les éducateurs sur le terrain, on n'a pas de moyens pour agir, on n'a vraiment pas de moyens, et on vient, il y a quelques mois, il y a eu un arrêt de 500 au ministère de la Justice et à la PJ de 500 éducateurs contractuels. Voilà, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec 60 mesures, comment voulez-vous qu'on soit dans le travail quotidien? Après, faut pas oublier, je suis d'accord avec la justice, et la plupart des éducateurs qui sont de mon service, on est tous d'accord qu'il faut que ça aille plus vite, et puis je pense qu'à un moment donné, pour nous, une sanction qui arrive plus vite, c'est une sanction qui est comprise. Absolument. Bougez pas Pascal. Sarah est avec nous. Sarah, petit témoignage aussi, parce qu'il nous reste très peu de temps et on a encore Kylian au téléphone. Allez-y Sarah. Oui, mais c'est vraiment fondamental, parce que moi j'étais victime de 3 ou 4 attaques d'élèves sur moi qui ont été très graves, et à chaque fois, l'élève s'en est sorti, on nous a découragés de porter plainte, il n'y a eu aucun soutien de la part de l'administration. Le pas de vague. Ce que je disais hier. Vraiment, et ça existe encore. Moi, j'en suis encore victime actuellement. J'ai posé des plaintes pour diffamation que le parquet n'a pas retenues. Et on nous a dit clairement que le parquet ne retenait plus les diffamations de la part des enseignants. Donc, il y a un moment, il faut aussi, et ça je dis pour monsieur le député, il faut aussi qu'il y ait des applications concrètes. Parce que la loi, c'est bien gentil, mais concrètement, je peux vous dire qu'on n'a aucune protection. Moi, j'ai été harcelée à la maison par un chef d'établissement qui voulait que je vienne rendre compte à une mère d'élève. L'enfant m'avait meurtri, et cet enfant est reparti librement sans aucune sanction. 2 jours après, il a tasé des enfants dans la cour de l'école, et là, par contre, il a été exclu définitivement. Mais c'est pour vous dire que tous ces signaux d'alerte n'ont pas été à temps pénalisés. Donc quand on parle de récidive ensuite, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que dès le départ, il faut sanctionner même à très jeune. Et moi, je suis en collège où il y a 3 sur 4 des incidents graves qui se produisent, entre 11 et 15 ans. Sarah, restez avec nous, Kylian, 3 secondes et une petite réponse de notre député. Kylian, très bonjour. Rapidement, Kylian, vous qui êtes du Tarn, comme le député Terrier. Allez-y, Kylian. Oui, bonjour à tous. Voilà, moi j'ai 25 ans. Ça fait très longtemps que je côtoie des jeunes dans mon métier ou quand j'étais étudiant. Et j'ai remarqué que depuis qu'ils ont accès à la technologie de plus en plus jeunes, en fait, ils ont accès à une violence anticipée dans tout genre. Et vu que les professeurs ont peur, que les services sociaux sont toujours en train de venir derrière dire ah mais attention, le pauvre petit il est là, il est pas bien, etc. Dès qu'il y a une plainte, hop, on enlève et on laisse faire. Oui, c'est ce que disait Sarah. Sarah. Comme disaient vos prédécesseurs, c'est qu'il faut serrer dès le premier coup, pas de chance, une cartouche, terminée. Il faut sévir tout de suite parce que sinon après c'est fini. Ils prennent la confiance et ça part en sucette. Jean Terlier, est-ce que la vraie question, pour reprendre très vite ce qu'ont dit Sarah et Kylian, une faute, une sanction d'entrée de jeu? Et une vraie sanction. C'est globalement ce qui arrive. Je veux dire, quand on parle de mesures éducatives, quand on entend Sarah, c'est pas le cas. Bah non, c'est pas le cas, non. Allô? Non, quand on entend Sarah, elle disait que c'était pas le cas. Des élèves l'ont agressé, il n'y a pas eu de sanction.
On lui a dit pas de vague. Oui, mais alors après, je connais pas le cas précisément de Sarah. Moi, ce que je vois, évidemment, c'est qu'on a un taux de réponse pénale qui est de plus de 95% lorsqu'il y a un mineur qui commet une infraction. Alors évidemment, il passe pas ce mineur dès qu'il a commis une infraction par la case prison, et fort heureusement, mais il a quand même une sanction qui est appliquée, qui se déroule sous la forme d'une mesure éducative, une mesure de réparation parfois, et donc souvent même, et donc il y a une sanction qui est appliquée, mais qui est adaptée aussi à la gravité de l'infraction qu'il a commise, à son âge aussi également. On peut pas évidemment traiter un mineur de 13 ans comme un mineur de 16 ans, et puis évidemment à son comportement délinquentiel. Au fond, ce code de justice pénale des mineurs, l'ordonnance de 45 et maintenant cette proposition de loi de Gabriel Attal, elle permet au fond d'avoir tout un spectre à la main du juge. Mais encore une fois, on est sur une justice qui est spécialisée, avec des juges pour enfants, avec des tribunaux pour enfants, qui sont les mêmes à mieux d'apprécier en fonction du cas auquel ils sont saisis, et bien d'appliquer une sanction qui est effective. Nous, législateurs, on a juste à leur mettre les outils, à leur dire attention, quand vous avez des mineurs où il y a une mesure éducative, 1, 2, 3 mesures éducatives qui a échoué, eh bien il faut pour ces mineurs de plus de 16 ans en état de récidive, eh bien sanctionner plus sévèrement, plus rapidement, et ça nous on vous donne les éléments pour pouvoir le faire, mais qui sont encore une fois et toujours à la main du juge qui doit apprécier. Merci beaucoup Jean Terlier, un député EPR du Tarn et rapporteur de la proposition de loi restaurer l'autorité de la justice à l'égard des mineurs délinquants et leurs parents. Faut rester avec nous dans un instant, on récupère Sarah et on part au qui c'est qui l'a dit. Et ça va loin, ça va très loin. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Merci de nous donner toujours la parole dans ces temps difficiles. Pour ça, Sud Radio champion. Sud Radio, parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. On a la crème de la crème ce soir, même si elle est bien retombée quand même, cette crème. C'est de la crème fouettée avec vous. Bon, c'est pas de la crème fouettée, c'est la crème liquide là. On n'est plus. Avec Philippe Bilger, Mickaël Sadoun et Tom Conan. Et bien entendu, nous avons gardé Sarah. Ça va, Sarah? Bien, et vous? Super bien, on est ravis de vous accueillir. Sarah Connor. Non, vous savez, dans Terminator. Oui, mais ça, c'est pas une vanne. C'est pas une vanne. Ah si, c'était une vanne. Non, les gens connaissent pas Sarah Connor? Non, je connais pas. Non, Sarah Croche ou Sarah Pell, c'est une blague. Sarah Connor, non, c'est le nom de quelqu'un dans un film. C'est pas une blague. C'était quand même marrant. C'est ça. En fait, le problème de ces intellectuels, c'est qu'ils savent pas faire des blagues. Je ne les comprends pas d'ailleurs souvent. Mais si vous voulez faire des blagues, demandez-moi ou à Philippe David. Sarah Fut. Voilà, mon Dieu. Elle est douée pour rafuter. Sarah Dot. Allez, c'est bon, on y va. Vous nous lancez le jingle. Sarah, vous nous lancez le jingle, allez-y. Qu'est-ce que je dois faire? Vous le devez. Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Super, très beau lancement. Ça, c'est un très beau lancement. Qu'est-ce que je dois faire? Allez, Sarah, qui c'est qui l'a dit? 3 points, écoutez bien. Les actes antisémites d'aujourd'hui ne sont pas commis par les musulmans au nom de la religion, ils sont commis par des antisémites, des haineux. Et c'était sur Sud Radio ce matin. Ça serait pas Monsieur Bardella, ça? Non. Bompard? Non. Ah, c'est pas un homme politique. Non, c'est pas un homme politique. Alors, Philippe Bilger, au secours, il est excellent. Philippe Bilger, il est excellent. Chemseddine Hafiz. Bonne réponse de Mickaël Sadoun. Il fallait dire le nom. Vous avez donné le nom? Oui, Chemseddine Hafiz. Le recteur de la Grande Mosquée de Paris. Qui c'est qui l'a dit, Sarah? Vous dites à François Bayrou, vous êtes Premier ministre pendant 15 ans à une seule condition, c'est de rien faire, il signe tout de suite. Aucune idée, mais je suis nulle à savoir. C'est un député. Mais eux aussi, aujourd'hui, vous inquiétez pas. Odoul? Non, presque. Chenu. Bonne réponse de Philippe. Mais ça date il y a 3 ou 4 jours. Non, c'est aujourd'hui. Non. C'est aujourd'hui. Mais si, Philippe Bilger, c'est aujourd'hui. Il y a une date de péremption, de toute façon. Je ne dirai pas la chaîne, c'est une chaîne concurrente. Allez, la dernière, parce que vous avez pris très longtemps. Qui c'est qui l'a dit sur le port du voile en France? Il y a en jeu le fanatisme religieux. Il ne faut pas avoir peur d'être traité d'islamophobe. C'est une philosophe très célèbre. Ouais. Bergeau Blaclair? Non. Badater. Bonne je l'ai dit réponse. aussi. Franchement, Philippe Bilger a une quart de seconde d'avance. je vous envoie le replay ce soir. On peut en faire une dernière? Non. Ah bah on n'a pas le temps. Voilà. Ah ben j'ai gagné. Ah bah oui. Ah bah dis donc. Philippe a gagné. C'est qui Il faudrait que ce soit un peu plus court là. Ouais. Qui c'est qui a fraudé En fait, dès que Philippe a gagné, il faut arrêter le jeu. C'est ça. Sarah, merci. Merci 1000 fois, Sarah, d'avoir été notre vraie voix du jour. On était très contents de vous accueillir.
Merci à tous. Merci Sarah. Et prenez bien soin de vous. Très bon week-end. Et vous restez avec nous, bien entendu, dans un instant le journal, la météo et avec Philippe David, pardon. L'Union soviétique, vous connaissez? Oui. Eh ben, ça existe à mon avis encore en France. Vous allez voir comment. Eh ben, écoutez, c'est parfait. Allez, soyez les bienvenus. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons les vraies voix Sud Radio. 17h-19h. Philippe David, Cécile de Ménibus. Une table rondement menée avec Philippe Bilger à la tête de cette table ronde, le chevalier Philippe Bilger. Tellement bien. Ouais. On est bien. Oui, on est bien. On est entre nous là. Je me sens revivre. Avec des milliards d'auditeurs. Oh non, c'est bien. Ouais. Oh, c'est beau ce que vous dites. Ça nous touche. Ouais, ça nous touche vraiment. Parce que qu'est-ce qui s'était passé? Pas pour rien, hein, ma chère Cécile. Oui, ils se sont revivre. Mais qu'est-ce qui vous avait fait mourir, si j'ose dire? Le week-end. Ah oui, c'est tout. J'ai décidé d'être une tombe sur mes jugements personnels. Oui, c'est ça. Je sais déjà. Michael Sadoun est avec nous et Tom Conan avec nous aussi, et Philippe David bien entendu, et ce numéro de téléphone que vous faites régulièrement 0826 300 300, et c'est Jean-Pierre qui est avec nous. Bonsoir Jean-Pierre. Bonsoir Jean-Pierre. Bonsoir Cécile, bonsoir Philippe. Et Jean-Pierre, c'est un coup de gueule pour vous ce soir. Oui, un coup de gueule contre la judiciarisation de la vie politique et particulièrement du poids que fait peser la justice sur la prochaine élection présidentielle. On a un précédent au moment de la première élection d'Emmanuel Macron où François Fillon a été quasiment empêché. Et là, on a une épée de Damoclès sur la tête d'une des favorites. Et puis j'observe que c'est un mouvement qui peut-être s'avère être international, puisqu'il y a quand même une petite affaire en ce moment en Roumanie, si j'ai bonne mémoire, oui. Et que on a eu un sujet pendant 4 ans presque sans discontinuer avec Trump aux États-Unis, qui était face à, je crois, une dizaine de procès, tous visant à l'empêcher de se présenter. Et puis on a quand même un ancien président, alors Monsieur Bilger, n'hurlez pas tout de suite, on a quand même un ancien président qui, sauf erreur de ma part, sans vraiment de preuves, se trouve avec un bracelet électronique et peut-être bientôt dans l'incapacité d'avoir, je dirais, la parentalité de ses propres enfants. Donc là, je trouve que ça va très très loin. Philippe Bilger. Alors, très court. À la fois, notre auditeur a raison, puisqu'il y a une judiciarisation de la vie politique, c'est clair, et en même temps, tout ça s'accompagne d'une justice qui est en permanence traînée dans la boue. C'est étrange. Ouais, je trouve, non mais effectivement on l'observe cette judiciarisation, mais je pense qu'elle est quand même nécessaire. En tout cas, c'est un moment qui permettra peut-être de rectifier un certain nombre de comportements et d'empêcher qu'à l'avenir certaines personnes se permettent. C'est de la prévention en fait. Non mais voilà, d'une certaine façon, ça met en garde d'une certaine façon. Ouais, ça permet à des gens qui aspirent à des fonctions importantes d'être plus prudents également, de regarder un peu à 2 fois avant de se lancer dans telle et telle opération. Mais Jean-Pierre, pour vous c'est un souci? Vous trouvez que c'est trop en fait? En fait, je ne inégal par rapport à d'autres faits, par exemple? Moi, je trouve qu'on n'aurait pas dû donner au juge le pouvoir d'empêcher quelqu'un de se présenter à une élection, tout simplement, et que c'est au peuple de trancher, et que si le peuple considère que une affaire qui est encore pendante devant les tribunaux doit être sanctionnée, ça doit être dans les urnes et pas par un juge du haut de sa fonction, et élu par personne, et avec ses propres convictions qu'on peut toujours... je dirais, discuter. Ce qui a été le cas avec Cahuzac, par exemple. Hein. Exactement. Et j'ai en mémoire, si vous voulez, le cas quand même du président actuel du Brésil, M. Lula, dont il a été prouvé justement qu'il a été plus que corrompu. On l'a sorti de prison pour un vice de procédure, pour être certain de faire en sorte que Bolsonaro soit pas réélu. Donc, si vous voulez, il y a un moment où la justice intervient. Je prends un cas à l'étranger exprès. Intervient à dessein pour... je dirais, intervenir vraiment de manière profonde sur la décision et les empêchements des uns et des autres. J'abonderai dans le sens de notre auditeur en citant le général de Gaulle. En France, la Cour suprême, c'est le peuple. Tom? Non, moi, en fait, après effectivement une condamnation, une fois que la personne a purgé sa peine, comme c'est le cas de Lula, en tout cas qu'il y a eu effectivement une rectification d'une décision quelconque, là effectivement la personne peut se représenter, ça me choque absolument pas. Néanmoins que en amont les gens soient quand même informés à qui ils ont affaire, ça me paraît quand même légitime. Tout à fait. Merci beaucoup Jean-Pierre, en tout cas, de nous avoir appelé. C'était un plaisir de vous avoir. Dans un instant, le tour de table de l'actu des vraies voix, monsieur Philippe Bilger. Je vais parler des aberrations
situation administrative qui préjudicie aux chômeurs. Et après ? L'islam est-il compatible avec la République ? Très bien. Moi, je parle des problèmes de santé mentale de la jeunesse depuis le Covid. Et juste avant Philippe David. Et je vais vous amener. Quand l'État décide de perdre de l'argent volontairement, ça vous dit quelque chose ? Eh ben, j'ai un cas concret, c'est incroyable. Incroyable. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Avec un auditoire pour Philippe David exceptionnel, Philippe Bilger, Tom Conan et Michael Sadoun, et vous 0826 300 300, vous pouvez dire stop ou encore Philippe David. J'en veux. En tout cas, c'est lui maintenant. Les vraies voix Sud Radio. Comme d'habitude, je vais remettre le clocher au milieu du village, un village qui s'appelle le 15e arrondissement de Paris. Pourquoi Paris 15e ? Parce que ce qu'un retraité y a vécu est la synthèse de toutes les aberrations de la politique du logement et de sa fiscalité. Résumons brièvement la situation sans être trop technique. François D, retraité de 72 ans, loue un 2 pièces à son neveu qui vient d'arriver dans la capitale pour 400 € par mois, couvrant une partie des charges, somme qu'il déclare dans ses revenus fonciers. Patatras, le fisc lui tombe dessus en estimant que le loyer devant être pour ce bien de 1 200 €, c'est de l'optimisation fiscale cachée et lui met un redressement fiscal de 10 000 €. Redressement passé à 8 000 € une fois les pénalités retirées par l'administration fiscale. Et je n'en peux plus de cette Union soviétique qui ne dit pas son nom, dans laquelle les propriétaires immobiliers sont, outre des vaches à lait, des personnes qu'on peut enquiquiner, et je reste poli, à toutes les sauces. Ainsi donc, il ne faut pas louer pas assez cher, mais pas trop cher non plus dans les villes où les loyers sont plafonnés, comme Paris. Alors, qui décide du prix ? C'est un barème édité tous les ans dans le Gosplan pour revenir à l'Union soviétique. Il ne faut plus avoir non plus un logement vide pour ne pas payer la taxe logement vacant. La taxe foncière, elle a explosé pour les propriétaires suite à la suppression de la taxe d'habitation. Vous changez de locataire ? Problème, le logement est ancien et il va falloir faire des milliers d'euros de travaux ou ne plus pouvoir louer avec les DPE imposés dans la loi. Enfin, l'immobilier a pris de la valeur. N'oubliez pas de payer l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière, que vous devrez payer pour un patrimoine immobilier de 1,3 million d'euros, alors que vous n'auriez rien à payer avec 1 milliard en bourse. J'arrête là cet inventaire à la Prévert, matinée d'Ubu et de Kafka, qui explique tant la crise du logement que du bâtiment. Quant à notre retraité, il a trouvé la solution. Il l'aura gratuitement à son neveu, ce qui est tout à fait légal, et ne déclareront donc plus rien aux impôts, à qui il ne plaira plus d'impôts sur les revenus immobiliers. C'est donc une perte nette pour l'État. Les Américains ont 1000 fois raison quand ils disent que la France, c'est une Union soviétique qui a réussi. C'est Ubu Roi, c'est hallucinant. C'est ubuesque, moi j'en tirerais pas les mêmes conclusions. Parce qu'en réalité, logique, vous êtes un nostalgique de l'URSS. non, pas du tout. Mais parce que en réalité, dans le même moment politique, il y a quelques semaines, qu'est-ce qui s'est passé sur ces questions de fiscalité de manière plus générale ? Dans le même temps, il y a eu la taxe Gabriel Zucman. Rappelez-vous, j'en ai même parlé sur cette radio, qui a été refusée pour les gens qui ont un patrimoine supérieur à 100 millions d'euros. Et dans le même temps, on a voulu emmerder, et là pour le coup le terme est utilisé à bon escient, les auto-entrepreneurs. Vous savez que lorsqu'ils dépassent un seuil de TVA de 25 000 € par an, c'est-à-dire en gros le SMIC. Donc dans le même moment politique, ce gouvernement est hostile à une taxe supplémentaire pour les gens qui ont plus de 100 millions d'euros de patrimoine. Par contre, veut emmerder des smicards auto-entrepreneurs. Ça, c'est le vrai scandale. Michael Sadoun, ce cas, c'est Ubu. Moi, je suis pas pour la loi du marché partout, mais en l'occurrence, dans l'immobilier, ça marche et on voit bien les conséquences que ça a, cette immixtion de l'État dans le marché immobilier. Ça fait évidemment une désincitation à construire, une désincitation à acheter pour pouvoir louer et pour gagner de l'argent, parce que oui, les gens dans la ville, quand ils passent du temps sur un projet, en général, c'est pour gagner de l'argent. Donc voilà, ça crée une pénurie de logements qu'on a actuellement. C'est tout. Merci beaucoup Philippe David. Tout de suite l'info en plus et c'est Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. Une grâce présidentielle pour Boualem-Sansal tombe sous le sang, s'affirme sur Sud Radio le recteur de la Grande Mosquée de Paris. Chemseddine Hafiz était l'invité de Jean-Jacques Bourdin dans le Grand Matin Sud Radio, réputé assez proche du régime algérien et du président Tebboune. Sa parole était attendue sur ce sujet de la condamnation à 5 ans de prison de l'écrivain franco-algérien Boualem-Sansal. Il est âgé, en même temps il est malade, son épouse est malade, et donc vraiment à titre humanitaire, c'est quelque chose qui tombe dans le sens. Alors vous appelez le président algérien à la grâce ? Bien sûr. Le Ramadan, c'est un moment de pardon. Boualem-Sansal est un être humain. Oui. Quoi qu'il ait fait, quoi qu'il ait dit, aujourd'hui, compte tenu de sa situation, il a passé 6 mois en prison. 6 mois, c'est trop pour lui.
je le dis et je le répète, j'espère de tout mon cœur qu'il soit gracié et qu'il revienne au moins retrouver son épouse qui est elle-même souffrante. Le recteur de la Grande Mosquée de Paris conteste en revanche l'information selon laquelle des hommes de main du pouvoir algérien seraient venus dire à Boualem Sansal de renoncer à se faire défendre par un avocat juif. Quoi qu'il en soit, selon Chemseddine Hafiz, les festivités de l'Aïd el-Fitr à la fin du Ramadan pourraient effectivement bénéficier à Boualem Sansal puisqu'il est de tradition que des condamnés soient graciés à cette occasion par le président algérien. Mais cette question de la grâce présidentielle va présenter un dilemme cornélien, l'écrivain et sa défense. S'il fait appel, il ne peut pas être gracié en attendant, mais s'il ne fait pas appel, ça pourrait donner l'impression de reconnaître sa culpabilité, quand bien même ce serait dans l'espoir de bénéficier d'une grâce du président Tebboune. On rappelle que Boualem Sansal est condamné pour avoir pris position en faveur de la souveraineté marocaine sur le très disputé Sahara occidental. J'en profite, si vous le permettez, pour prolonger le débat d'hier, et je ne quitte pas le sujet de Félix, il faut lourdement insister sur le fait qu'il n'y a pas contradiction entre la démarche présidentielle et la dure riposte que voulait Bruno Retailleau. On m'a confirmé, c'est pour ça qu'en réalité, il y a eu un adoucissement de la part du président algérien. D'accord. Oui, je voulais juste dire que le problème, il est quand même beaucoup plus large. Il y a évidemment le cas de Boualem Sansal qui est emblématique, mais il y a des centaines de personnes qui sont emprisonnées en Algérie pour des questions d'opinion. Il y a plus de 200 détenus d'opinion qui ont été jetés aux oubliettes, selon Mediapart. Moi, je pense que ce ton très doux et complaisant à tresser des louanges au président Tebboune pour qu'il accepte de donner une grâce, je trouve que c'est pas le bon. Voilà, on devrait être beaucoup plus dur. Alors après, que Chemseddine Hafiz tienne cette parole-là, tant mieux, il est à la place à laquelle il est. Mais que Emmanuel Macron la tienne, ça me dérange beaucoup. Après, c'est le bad cop et le good cop. Oui, on est vraiment absolument, dans cette... à l'égard du président, c'est assez à droite. Je pense que le bad cop fonctionne mieux avec ce genre de pays. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait ? On continue ou on arrête ? Continue. On continue. Après, moi, j'aurais bien mangé des bonbons, mais c'est c'est une idée comme ça. Arrêtez, parce que depuis tout à l'heure, j'essaye de les oublier, ces bonbons. Je lui ai proposé des palmitos, elle n'a pas voulu. Non, elle n'a pas voulu. Mais moi, j'ai pas envie d'avoir un gros ventre comme vous, Philippe David. Le mot est lâché. Tout de suite. Mais il y a des palmitos. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Encore une petite demi-heure avant la grande libération. Vous allez devoir partir en week-end sans nous, sans Philippe David et sans moi. Ça va être difficile. Ça va être difficile, Philippe Bigère. Vivement qu'on revienne lundi. Oh, mon petit chat. Ça va être difficile, Tom Conan. Ça va être très difficile. Mais je vais regarder les replays, donc ça va aller. Michael Sadoun. Très dur, très dur. Oh là là, mais quel acteur pourri. Mais quel acteur pourri. Pardon. Allez, on la refait. Michael. Côté Alain Souchon, là. Michael, ça va être difficile. Ça va être très difficile. Oui, c'est bien. Allez, tout de suite, le tour de table de l'actu des Révois. Menteur. Bienvenue dans votre cours d'anglais de la collection Objectif Langue aux éditions Assimil. Philippe Bilger, do you speak Trump? Yes, I try. C'est la dictée en anglais de Philippe Bilger. Great, best, worst. It is ridiculous. Everything before. C'est du russe, non? Mon accent est parfait. J'adore. Ah bon? Le tour de table. De l'actualité. Ça permet à certains de considérer qu'ils parlent anglais. Voilà. On aurait pu faire jusqu'à 19h comme ça. Ce que j'ai préféré hier, c'est comme le très main douce. Vous ne savez même pas ce que ça veut dire. Ah bah si. Philippe Bilger, en français, s'il vous plaît, là, si possible. Vraiment, c'est en français avec bonheur pour les autres. Pour une fois, j'ai été intéressé par un rapport de médiateur de France Travail, parce que en général, il fait l'objet de critiques, ce rapport, de la part des chefs d'entreprise qui considèrent que France Travail a un impact très négatif sur l'entreprise, la liberté d'entreprendre, leur responsabilité. Et là, pour une fois, ce médiateur dénonce, par exemple,
exemple, des choses, des aberrations administratives qui ont fortement préjudicié aux chômeurs, notamment à cause du changement incessant de la réglementation sur l'assurance chômage. Il y a d'autres points sur lesquels je ne serai pas assez informé pour vous les communiquer, mais déjà le point capital, c'est le changement constant de réglementation qui gêne les chômeurs. Et donc là, il y a un effet paradoxal de France Travail qui est censé aider les chômeurs et qui dénonce le fait qu'ils ne sont pas aidés précisément à cause d'aberrations administratives. Mickaël Sadoun. Mais j'étendrai cette remarque à plusieurs domaines de la politique. Ça s'applique aussi par exemple à la fiscalité en entreprise. Les entrepreneurs parfois demandent même ne nous taxez pas moins, mais arrêtez de changer la législation en permanence, oui, parce qu'on ne s'y retrouve plus. Donc la stabilité, c'est le ferment de, je dirais, d'une bonne compréhension de la politique, de l'économie par le citoyen, etc. Donc plus de stabilité, moins de lois. Je pense franchement qu'il faudrait encadrer quand même parfois les élus dans leur activité législative, parce qu'ils ont tendance à ne s'occuper qu'avec ça, et ça dégénère, quoi. Non, mais surtout qu'il y a un point très important en démocratie, c'est que nul n'est censé ignorer la loi. Mais t'es pas censé l'ignorer, mais à condition qu'elle soit claire, qu'elle soit pas ambiguë, contradictoire. Effectivement, moi, je comprends pas que dans un monde comme le nôtre, il y ait pas des plateformes extrêmement claires sur l'ensemble des situations auxquelles on doit faire, que ce soit en tant qu'entrepreneur, qu'usager de France Travail, de ce que vous voulez. Ceci dit, il y a quand même des plateformes qui marchent très très bien. Il y a certaines plateformes, par exemple, je vois la plateforme des artistes-auteurs, par exemple, quand vous déclarez les revenus sociaux près de l'URSSAF des artistes-auteurs, c'est une plateforme qui est très moderne, très claire, c'est transmis automatiquement, on voit exactement où est-ce qu'on en est. Donc, il y a des choses qui ont été quand même améliorées, mais c'est qu'il y en a d'autres qui sont encore à un autre âge. Néanmoins, quand vous regardez d'autres pays, c'est parfois pire. Allez déposer par exemple une marque aux États-Unis. Il y a un service qui s'appelle USPTO Trademark, et c'est l'équivalent de l'INPI aux États-Unis. Je ne raconte pas la gueule du site internet. Je vous mets au défi on est vraiment là pour le coup dans un âge qui n'est pas trumpien ou ce que vous voulez. Surtout qu'on considère, Tom, pour aller dans votre sens, qu'on ne travaille en France quand on est dans le monde politique que lorsqu'on a fait une loi. La loi est devenue la seule preuve et résultat une surabondance parfaitement inutile. Tom, votre accent anglais est drôlement moins bon que celui de Philippe Bilger. Ça c'est bien. USPTO, c'est très en dessous. USPTO, ça marche pas du tout. Puisque Mickaël est avec nous, Mickaël, vous vouliez revenir sur ce qu'a dit Jean-Philippe Tanguy. Oui, exactement. Jean-Philippe Tanguy qui a dit cette semaine dans une interview, qui est député RN, vous avez raison de le rappeler, qui a dit dans une interview, je crois, c'est l'interview à Sonia Mabrouk, que l'islam était compatible avec la République. Je suis plutôt d'accord avec lui. Alors bien sûr, il y a dans l'islam évidemment beaucoup d'invitations à la violence, au sexisme, à l'antisémitisme, au racisme, on le sait. Et je pense que comme tous les textes ambigus, comme tous les textes sacrés, il y a une ambiguïté dans l'islam qui fait qu'on peut y trouver à manger et à boire. Mais il y a évidemment une pratique et une acception de l'islam qui est compatible avec la République, ne serait-ce que parce qu'on connaît des musulmans qui pratiquent l'islam de manière tout à fait tranquille. Et quand bien même considérerait-on que c'est des exceptions, c'est des exceptions sur lesquelles il faut miser. Est-ce qu'il ne vaut pas mieux tenir un discours, je dirais, qui valorise cet islam modéré, plutôt que d'expliquer aux musulmans modérés qui en fait... Modéré ou moderne ou modernes, qui ne pratiquent pas forcément l'islam, et qu'en fait c'est une autre religion, puisque leur texte serait fondamentalement fondamentaliste et radical. Donc moi, si vous voulez, j'ai rebondi sur ça sur Twitter, et j'ai demandé aux gens qui me suivent, ceux qui considèrent que l'islam est incompatible avec la République, qu'est-ce que vous voulez faire exactement avec l'islam en France? Les deux réponses qui sont le plus sorties, et je trouve que c'est terriblement triste, parce que non seulement c'est irréalisable, mais en plus humainement je trouve que c'est violent et absolument pas désirable, c'est interdire l'islam. Alors bonne chance pour interdire une religion pratiquée par près de 10 millions de personnes dans le pays, et envoyer un policier derrière chaque personne, je suis pas sûr que ce soit très enviable pour une démocratie comme la nôtre. Et la deuxième solution, c'était les gens qui me disaient il faut les remigrer, c'est-à-dire il faut virer globalement les musulmans de ce pays. Je trouve que c'est un discours absolument inacceptable. Terrible. Moi, je suis pour une réforme de l'islam, je suis pour un concordat, en fait. Je suis pour sortir de la loi de 1905 et qu'on revoie, à la lumière de nos valeurs, des valeurs françaises, de nos conceptions des rapports humains, l'islam avec un comité de sages, comme ça s'était fait à l'époque pour le judaïsme, à l'époque napoléonienne et par la suite au 19e siècle. Je vous coupe, le concordat comme il se fait encore aujourd'hui en Alsace-Moselle. Comme il se fait aujourd'hui, évidemment aujourd'hui. Mais avec évidemment tout le côté réforme qu'il y a derrière, comme ça s'était fait à l'époque de Napoléon avec le grand Sanhédrin. Donc il faudrait réunir
réunir un collège de sages musulmans qui serait composé, je ne sais pas, de Tarek Obrou, d'imams comme ça reconnus, et qui adapterait, je dirais, certains concepts coraniques à la vie en France. Je pense que il faudrait la volonté. Il faudrait de la volonté politique, et malheureusement, les responsables politiques, je trouve, sont trop attachés à la loi 1905 comme un tabou auquel il faudrait, un totem auquel il faudrait absolument pas toucher, mais bon, voilà. Il faudrait trouver les sages, hein, c'est pas évident. C'est vrai. Mais votre point de vue est très intéressant, Michael, parce que entre finalement Éric Zemmour, qui considère que c'est l'islam en tant que tel qui est pervers, et d'autres qui jugent que c'est sa forme dévoyée qui l'est, vous montrez bien à quel point il est difficile d'identifier ce qui est politisation ou non, mais bien sûr, ou religion librement exercée. Mais surtout que je dirais même pas que c'est forcément dévoyé. Dévoyé, ce serait une manière de dire non, l'islam c'est forcément la paix et la tolérance. Non, c'est juste des acceptions différentes d'une religion. Je pense qu'il y a quand même une obsession de ce sujet depuis des années qui est quand même terrifiante. La plupart des musulmans, on le sait, l'écrasante majorité vivent leur religion de manière paisible. D'ailleurs, il y a eu récemment, il y a eu d'ailleurs un rapport qui avait été commandé sur l'analyse d'une éventuelle radicalisation dans le sport. Ce rapport a montré qu'il n'y avait pas de radicalisation dans le sport. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir des gens qui se radicalisent ça ne veut rien dire. Individuellement, mais c'est-à-dire qu'il n'y a pas un phénomène massif, sociologique, identifiable, macro, contre lequel il faudrait lutter. Je pense que cette obsession, elle est vraiment excessive sur le voile. Moi, j'ai l'impression d'entendre parler de ça depuis 10-15 ans. Des sondages montrent que voilà, donc après oui, ça ne veut pas dire qu'il y a des personnes qui ne sont... il y a des gens qui ne sont pas à l'aise avec des changements culturels qui peuvent observer. Est-ce que pour autant ça pose problème à la République? Je ne crois absolument pas. Voilà. Il vous reste... Il y a chez les plus jeunes musulmans, en tout cas, une majorité de jeunes musulmans qui considèrent qu'il ne faut pas faire des caricatures du prophète. Je ne sais pas ce qu'on appelle radicalisation. Moi, je trouve que c'est un concept qui ne veut rien dire, mais il y a une compréhension dure de l'islam qui est très répandu, et c'est un phénomène massif. Beaucoup de jeunes musulmans qui ne veulent plus serrer la main des femmes, et ça voilà, peut on a vu les études récentes. Ça peut me gêner. Il peut y avoir des comportements tout à fait gênants, bien sûr. Absolument. Alors je voulais vous parler de toute autre chose sur la question de la santé mentale dans la jeunesse, qu'effectivement depuis le Covid, comme vous savez, effectivement c'est une question qui a été beaucoup mise en avant, donc ça remonte quand même à 2020-2021, maintenant ça me paraît un peu ancien. Pour autant, il y a eu des conséquences de long terme, on pourrait dire, et donc il y a une étude notamment qui a été menée par Melissa Macali à l'université de Bordeaux, qui a été donc publiée en 2024. Elle a noté qu'il y avait 41% des étudiants qui présentaient des syndromes dépressifs, donc ce qui est quand même énorme, quasiment la moitié, contre 26% avant la crise sanitaire, et que chez les 12-25 ans, tout à fait, la consommation de psychotropes, notamment d'antidépresseurs, s'était envolée avec plus de 18% depuis 2019. Donc c'est quand même un phénomène extrêmement massif. On en parle beaucoup de ça. Vous avez vu aussi sans doute la prise de parole très émouvante de Nicolas Demorand sur sa bipolarité sur France Inter, qui a été énormément relayé aussi, et je pense que c'est très positif parce que j'ai vu que ça avait été relayé par des gens très différents qui le connaissaient pas forcément, qui n'avaient pas forcément une sympathie spécifique pour Nicolas Demorand. Enfin, moi, il trouve que c'est quelqu'un que j'estime beaucoup, mais peu importe l'opinion qu'on ait sur son travail, etc. Je pense qu'il le fait très bien dans la matinale de France Inter, mais voilà, il a permis vraiment d'élargir un peu ces questions-là, surtout qu'il s'est vraiment confié notamment au Point, vraiment à cœur ouvert. Il a dit exactement ce qu'il faisait, et ça a vraiment ému beaucoup de personnes. Donc je pense que toutes ces questions-là aujourd'hui, elles sont vraiment sur le devant de la scène, si j'ose dire, dans la jeunesse, mais pas seulement. Et il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas été qui ne savent pas diagnostiquer, je cherchais le mot. Merci beaucoup. Allez, vous restez avec nous. On va revenir dans quelques instants. On va revenir sur sur ces députés et les filles qui votent la guerre de, je cite, 39-46, et un autre semble découvrir Auschwitz à la tribune. Malaise en tout cas à l'Assemblée nationale. On en parle dans un instant. Alors parlons vrai. Est-ce que vous constatez une chute du niveau de nos élus? Et à la question, les partis devraient-ils imposer des tests de culture générale pour être candidats aux législatives? Vous dites oui à 92%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio, votre avis fait la différence. C'est vrai que moi, ça fait des années maintenant que j'écoute Sud Radio, et à chaque fois, c'est un plaisir de retrouver vos émissions du matin, de l'après-midi, du soir, c'est top. Sud Radio, parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Les vrais voix jusqu'à 19h. On vous souhaite la bienvenue. On est ravis de vous accueillir, bien entendu, dans cette émission de débat. On rigole, mais on débat aussi. C'est ça qui est intéressant. Avec autour de cette table Philippe Bilger, Michael Sadoun, Tom Conan et vous au 0826 300 300. Et tout de suite, le coup de projecteur des vraies voix.
Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. C'est-à-dire ni recette. Comment ? J'ai pas compris. C'est-à-dire ni recette pour laisser pas se gaver. Putain la vache, je comprends pas un mot de ce que vous racontez. Vendredi, Manuel Valls, ministre de la République, prétend que l'antisémitisme vient essentiellement et historiquement du monde musulman. Ce n'est pourtant pas le cas de mon grand-père né à Oran qui a déporté les Juifs à Auschwitz. Non mais je sens bien que vous essayez de me dire quelque chose, mais c'est de vous la phrase ou vous l'avez entendu ça ? Et c'est quoi la prochaine étape ? Les exterminer comme en 39-46 ? Déjà non, je suis désolé, pas du tout. Non, ça y est, j'en ai marre. Léon Blum avait été patron du groupe SFIO à l'Assemblée entre 1919 et 1936. Oui, donc... Donc pourquoi vous dites que vous avez plus d'expérience parlementaire que Léon Blum ? Ah oui, écoutez... À la boulette. Ah oui, j'ai fait la boulette. Et le sujet revient de plus en plus souvent sur le niveau de culture générale de nos députés, surtout face à certains dérapages embarrassants, comme celle de la députée Ercilia Soudet qui évoque la guerre de 39-46, ou quand Sébastien Delogu semble découvrir le mot Auschwitz en direct à la tribune de l'Assemblée nationale. Alors parlons vrai, est-ce que les responsables, ce ne sont pas les électeurs qui mettent un bulletin dans l'urne ? Et à cette question, les partis devraient-ils imposer des tests de culture générale pour être candidats aux législatives ? Vous dites oui à 92%, vous voulez réagir, le 0826 300 300. Philippe Bilger. Le tour de force de l'émission, ma chère Cécile, c'est que j'ai l'impression qu'elle est aussi bonne qu'elle l'est durant les pauses. Et par moments durant les pauses, il y a des fulgurances même de Philippe qui sont extraordinaires. C'est pour dire. Non, mais... Je vais faire mon test antidopage et je reviens. Plus sérieusement, là, je vous trouve un peu restrictif dans votre question. Je dirais que le défaut de culture générale historique des élus n'est que la continuation d'une société française qui n'en a plus beaucoup. Et donc, il est évident que là, je vais tomber au risque de vous offenser dans une sorte de globalité réactionnaire. C'est parce qu'on n'a plus de culture générale, c'est parce qu'on n'a plus de culture historique qu'on parle mal, qu'on pense mal, qu'on a de mauvaises références et qu'on fait beaucoup d'erreurs. Alors on pourrait me répondre, Cécile, je le devine, que à l'Assemblée c'est plus grave parce qu'ils parlent publiquement et qu'ils sont censés donner l'exemple. Mais malheureusement, ils nous ressemblent. C'est pas ce que j'aurais répondu. Ouais, j'ai l'impression mais je vous répondrai. Moi, j'ai l'impression que le vrai problème, c'est la paresse dans nos sociétés d'aujourd'hui. C'est vraiment la paresse. Mais il y a un droit à la paresse, un Dixit Sandrine Rousseau. Ouais, mais du côté des politiques, du côté des citoyens, du côté à peu près de tout le monde. Pourquoi ? Parce qu'on a aujourd'hui des outils qui nous permettent d'avoir accès aux informations en 2 secondes. Depuis le développement de l'intelligence artificielle, c'est encore pire. Maintenant, quand vous avez un doute sur quelqu'un, alors Vercingétorix, redites-moi, ChatGPT, qui c'était, etc. C'était sympa, il buvait plutôt du rouge ou du champagne. Donc en fait, le vrai problème, c'est la paresse. On ne fait plus cet effort-là et de plus en plus, on va se sentir assisté. Et d'ailleurs, même les promoteurs de l'intelligence artificielle qui viennent d'outre-Atlantique très souvent veulent développer des agents IA pour automatiser plein de tâches. Donc je pense que ce mouvement va se renforcer. Et en fait, il ne faut pas forcément le reprocher aux gens. On est dans une société qui effectivement nous pousse à en faire de moins en moins sur un plan intellectuel. Mickaël Sadou. Bon, écoutez, moi, je veux bien un débat intellectuel sur le déclin général de la culture de la société, mais je trouve désolé que ça touche quand même particulièrement LFI et qu'on voit pas d'autres députés qui ont un niveau aussi désastreux. Moi, désolé, je reviens un petit peu sur les trucs. David Guiraud ne sait pas ce que c'est 1 milliard. C'est un concept normalement qu'on maîtrise quand on a 6 ans, quand on a une intelligence normale. Delogu, on l'a vu, enfin je sais pas, on comprend même plus ses phrases. Il sait à peine lire. Je veux pas avoir de mépris pour ça, mais si c'était des gens sympathiques par ailleurs. Mais le problème, c'est que ce degré d'inculture s'accompagne d'un degré d'intolérance et de sectarisme qui nous force, nous, à se moquer de ça et à pointer ça du doigt. Désolé, j'ai pas envie d'être complaisant avec quelqu'un qui est aussi violent. Delogu, il se trouve que c'est quelqu'un qui menaçait limite physiquement les plus jeunes de l'Assemblée. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient le malheur d'être de droite. Donc désolé, j'ai pas envie d'avoir de complaisance pour ce genre de niveau d'inculture et de nullité. Je rappelle quand même que Aymeric Caron, qui est aujourd'hui député LFI, c'est lui qui proposait l'instauration d'un permis de voter. C'était chez Patrick Roger sur Sud Radio. Il y a un certain moment déjà dans son livre Utopia 21. Mais si on instaurait un permis de voter,
voter, il y aurait plus d'électeurs LFI et il y aurait même plus d'élus LFI. Donc il faut quand même arrêter. Pour répondre à Philippe Bilger, moi, je ne me présenterai jamais à une députation parce que je me sens pas être au niveau. En tout cas, ça c'est la première des choses. Et la deuxième chose, il me semble que nous avons plutôt besoin de gens qui nous élèvent intellectuellement plutôt que des gens qui nous ressemblent. Vous avez totalement raison. Et c'est ça que je demande, moi. Je ne demande pas grand-chose, en fait. C'est impossible. Eh ben, écoutez, mais en revanche, je pense que le problème qu'il y a eu aussi ces dernières années, c'est un certain mépris de classe. D'ailleurs, à l'instant, je l'ai un petit peu entendu. Non, pas du tout. Parce que ça ne touche pas que LFI. Il y a plein de partis qui peuvent avoir dans leur composante des gens. Une bourgeoise. Vous permettez, je vais prendre un exemple. RCD Soudé est une bourgeoise. Il y a 30 ans, j'étais dans un café et à côté arrive Pierre Bérégovoy. Il n'était pas encore Premier ministre. J'étais avec des copains, on rigolait, on dit Bérégovoy qui arrive à côté. Vous avez des amis, c'est fou. Bérégovoy, il était tourneur-fraiseur, je crois. Un type d'une classe, d'éducation, d'une politesse, etc. Ça n'empêche pas. Donc c'est pas du mépris de classe. C'est pas du mépris de classe. C'est du mépris de Non mais attendez, mais je l'écoutais parler avec les gens avec qui il était et il était extrêmement cultivé. Mais pourtant il était tourneur-fraiseur. Je te trouve sévère, mais mon grand-père était d'une condition extrêmement modeste et c'est quelqu'un qui écrivait, comptait, ne ramenons pas tout à la condition sociale. Ça n'a rien à voir. Je suis d'accord, Cécile a tout à fait raison tout à l'heure quand elle disait qu'il fallait effectivement augmenter l'autre. L'autorité, ça autoritas, c'est augmenter l'autre. Donc je pense qu'il doit y avoir quelque chose de ce genre-là chez des représentants du peuple. Néanmoins, l'Assemblée nationale, c'est la chambre basse, c'est l'émanation directe du peuple. Et donc à un moment donné, elle doit aussi représenter la diversité du peuple, éventuellement dans certaines formes de médiocrité, à supposer que c'est des personnes qui soient élues, et qui représentent vraiment quelque chose dans la société. C'est ça qui est le plus important. C'est un principe démocratique, c'est pas un principe technocratique. Non. Allez, Emmanuel. 0826 300 300, Emmanuel est avec nous. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir Cécile, bonsoir à tous. En fait, moi, je pense que tout ça est la résultante d'un effondrement du niveau de l'éducation nationale. Faut voir les choses en face. On donne le bac à des gens qui savent à peine rédiger 10 lignes. On accepte à l'université des gens qui sont complètement incultes. Le niveau général est lamentable. Et de toutes les façons, les mouvements d'extrême gauche dans les universités comme dans les lycées considèrent que la culture c'est un truc de bourgeois et que donc ne rien savoir et d'être complètement nul, c'est une preuve d'appartenance au peuple, ce qui est une hérésie, comme le disait l'un de vos auditeurs, l'un des participants là, Pierre Bérégovoy s'exprimait parfaitement, était très cultivé. Si simplement on demandait aujourd'hui à tous les députés, avant d'accéder à l'Assemblée, attendez une seconde avant d'aller vous asseoir, on va vous faire une dictée. Une dictée, ben oui. Non, mais c'est vrai. Et puis c'est tout. Mais on demande aux élèves d'avoir un niveau mais même aux Miss France, on leur fait un test de... Non mais pardon, excusez-moi. Je sais pas si c'est une bonne idée pour les Miss France. Mais après, il ne faut pas non plus généraliser, parce qu'il n'y a jamais eu autant de diplômés Bac+5 sur le marché du travail aujourd'hui, par exemple. Le diplôme qui ne vaut plus rien. Mais la culture n'a rien à voir avec les diplômes. Non, mais je suis d'accord. Je suis d'accord, c'est vrai. Néanmoins, la culture classique, je suis bien d'accord, c'est quelque chose qui s'apprend ailleurs, la culture générale, quelque part, elle s'apprend même pas pendant les études. Néanmoins, il y a les gens qui quand même ont des compétences dans plein d'autres domaines. Et Bérégovoy, alors il connaissait peut-être pas, il savait pas comment faire un site internet forcément, mais je veux dire, les gens ont développé d'autres compétences entre-temps. Mais si, les gens étudient davantage les langues. On parle pas de culture générale, il sait pas ce que c'est 1 milliard. Non mais d'accord. 1 avec 9 zéros, il sait pas ce que c'est. Par rapport à Pierre Bérégovoy. Oui, mais moi je parle de la France insoumise. Il est mort en 93, Internet n'existait pas, alors il pouvait pas vouloir faire un site internet. C'est une boutade, je sais bien. Il serait intéressant de savoir. Philippe, dans le micro. Il serait intéressant de savoir si la culture générale telle que je la conçois est fondamentale pour un élu. Je veux dire, pour les qualités qu'on exige d'un élu, est-ce que c'est important? Mais rien que pour l'esprit. Ça participe à une hauteur de vue qui est nécessaire chez un homme d'État et chez un homme politique en général, mais
il y a quand même des capacités de base, type lire fluidement ou connaître les chiffres. Désolé de te dire que si tu ne sais pas ce que c'est 1 milliard, c'est quand même compliqué de te faire des analyses sur le niveau de rémunération de Bernard Arnault ou sur les milliards qu'on va dépenser dans la défense. Quel rapport par rapport à 1 million? Enfin, je sais pas, c'est des concepts de base qu'il faut nécessairement je sais pas maîtriser. s'il l'a fait exprès, mais quand il dit je connais pas Pétain. Oui, Pétain, je crois que c'est un raciste. Pétain, je crois que c'est un raciste. C'est aussi, c'est pas nouveau non plus que les équipes, par exemple des cabinets ministériels, moi qui ai pu faire des stages fut un temps dans ce genre d'endroit, on comprend pourquoi la France va si mal. Soit souvent beaucoup plus capés, comme on dit, que les élus. Et souvent, on peut avoir des ministres qui connaissent pas grand-chose au schmilblick et par contre qui sont assistés, et c'est tant mieux, de membres de cabinet qui, eux, sont des polytechniciens, des normaliens, des énarques, qui sont extrêmement techniques et qui, eux, pour le coup, ont une culture générale largement foisonnante. De dire que c'est aussi la responsabilité, et là, c'est les auditeurs qui vont nous écouter, c'est aussi la responsabilité de l'électeur. Parce que si vous choisissez des personnalités qui n'ont pas de niveau politique et de niveau culturel, il ne faut pas s'en étonner après. Je rappelle quand même que les députés ont dans leurs mains notre quotidien. Je suis bien d'accord. Je rappelle quand même. C'est bien d'y penser. Merci beaucoup Emmanuel d'avoir été avec nous. Merci à tous ces auditeurs magnifiques. Merci beaucoup à Philippe Bilger. Merci beaucoup à Tom Conan. Merci beaucoup à Michael Sadoun. C'était plutôt l'inverse. Merci Zach. Merci Maxime, Félix Mathieu, Justine et bien entendu Nelly. Merci Philippe David. On se retrouve lundi. On se retrouve lundi 17h. À partir de 17h. Ah bah, d'immense plaisir. Et on aura 1 heure de moins. Ah, mais il y aura quand même 2 heures d'émission. Mais il y aura quand même 2 heures d'émission. Oui, c'est même 3. Allez, passez un excellent week-end. Merci de votre fidélité et à lundi. Et Alexandre Priam, le teasing du rugby. Salut Alex. Exactement. Bonsoir Alex. Salut les vraies voix. Et c'est de la Pro D2 ce soir avec Agen Grenoble sur Sud Radio. N'importe quoi. Parce qu'il y a Stade Toulousain Pau en top 14. Protocole commotion pour Philippe David. Effectivement, on va avoir un petit peu de Pro D2 ce soir avec la 24e journée sur Sud Radio. Puis on a surtout une séquence très importante dans quelques instants sur Sud Radio. On va vous parler du 15 de France et d'une possible rencontre, même plusieurs rencontres à venir face aux Lions britanniques. Pas mal de révélations dans quelques instants avec Philippe Spanghero, notre consultant Sud Radio. Que vous embrassez pour nous. Allez, bisous les garçons et on vous retrouve nous pour notre part à partir de 17h lundi. Bon week-end, salut.